Bienvenue à tous sur Médiane TV. Alors avant, en matière d'éducation, on parlait de puissance paternelle. Aujourd'hui, on utilise un autre terme, l'autorité parentale. Mais justement, ça veut dire quoi? Être parent en 2021, entre le devoir parental d'éduquer, mettre un cadre, accompagner, et puis la crainte de ne pas nuire à cet éventail, estime, confiance, amour de soi de son enfant. On en parle avec vous, Ptissem Benjeloun, vous êtes psychologue clinicienne. Comment ça va, Ptissem? Et vous, comment ça va? Un plaisir de vous recevoir. Alors justement, vous, en tant que spécialiste, comment définissez-vous l'autorité parentale? L'autorité parentale, c'est le devoir des parents de prendre soin de l'état psychique et physiologique de leur enfant, de subvenir à leurs besoins. Et donc, c'est tout ce qui est santé psychique et psychologique. Et justement, le devoir, justement, les parents, aujourd'hui, c'est ce devoir-là qui est à remettre en question parce qu'on ne l'entend plus de la même manière qu'avant. Ils sont trop cool, les parents d'aujourd'hui? Les parents d'aujourd'hui, ils sont peut-être beaucoup trop cool. Il va être socialement, on est plus dans le parent un peu plus copain. Et du coup, on veut subvenir aux besoins des enfants et on n'arrive plus à les frustrer. On veut succomber à tous leurs besoins d'un coup. Et du coup, on leur laisse pas le droit ni de s'ennuyer, ni d'être frustré, ni d'attendre, ni de tout ça. Et au final, ça fait parfois pas dans tous les cas, parfois pour certains parents, ça fait des enfants un petit peu des enfants rois. Et d'ailleurs, on entend bien dans tous les médias l'explosion des enfants rois de nos jours. Autant quand ils sont bébés, les enfants, tout bébé, c'est un enfant roi parce qu'en tant que parent, on doit subvenir à tous ses besoins et il est là que pour recevoir. Mais progressivement, l'enfant doit apprendre à ne plus être cet enfant roi qui peut devenir cet enfant tyran et il doit accepter certaines frustrations que l'adulte parent doit lui mettre. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur 2 points. Vous avez dit progressivement, il faut introduire justement cette frustration. Et vous avez dit aussi, il y a quelques instants, que cette frustration et l'ennui, ce sont des droits. Pourquoi vous dites que c'est un droit justement de s'ennuyer? Il faut que l'enfant ait le droit de s'ennuyer, le droit d'être frustré. Ça peut sembler un peu... Le droit, si je peux le requalifier, c'est plutôt un besoin. Il est nécessaire à l'enfant d'être frustré. Ça veut dire qu'on doit pouvoir lui fixer des limites, des règles. Et c'est ça qui va le mettre dans un espèce de cadre sécurisant. Ce que je décris aux parents au cabinet, je leur dis imaginez que vous êtes perdu au milieu de la mer et que vous ne savez pas vers quel côté est le rivage. Vous allez vous sentir perdu. Et c'est la même chose pour un enfant. Si on ne lui fixe pas un cadre avec des limites, avec des lignes rouges, il se sent perdu. Il ne sait plus par où donner la tête, où est-ce que ça va tomber, à quel moment, etc. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Du coup, lui, il va pousser les limites. Et si on a un parent qui a des difficultés à imposer son autorité, du coup, on va avoir des enfants qui vont pousser encore plus en complice et qui peuvent en devenir jusqu'à tyranniques. À partir de quel âge on introduit justement cette notion de frustration, de limite avec les enfants? Vous avez dit les bébés, oui, c'est l'enfant roi quand il est bébé, mais bébé s'arrête à quel âge pour la spécialiste que vous êtes? Un bébé s'arrête tant qu'il est dépendant de nous. Mais par exemple, à 1 an, il n'est plus dépendant de nous. À 1 an, il sait ce que c'est qu'attendre. C'est pour ça que quand vous emmenez vos enfants dans la crèche, c'est un super apprentissage parce que là, on va attendre de lui certaines choses que nous, à la maison, on n'a pas le réflexe d'attendre d'eux. Par exemple, attendre son tour. Par exemple, non, c'est pas à toi, c'est à lui. Ça, c'est des choses qu'il ne va pas exercer à la maison. Et quand il est à l'école, ça lui donne la possibilité de l'exercer. Mais déjà à la maison, comment est-ce qu'on lui apprend d'accepter cette autorité parentale? Il faut déjà que nous, parents, on s'autorise à ne pas être parfait, à ne pas être copains. On n'est pas là pour être copains, on est là pour fixer des règles. On doit leur dire que c'est des règles qui sont là pour leur bien. Et on doit commencer par nous-mêmes être irréprochables. Si on est nous-mêmes irréprochables et que nous-mêmes, quand on promet quelque chose, on le fait, par exemple, quand on donne une parole, on la met en pratique, on est irréprochable. Donc, du coup, on apprend à nos enfants qu'une chose dite est une chose faite. Ensuite, je dois, quand je dis à un enfant, voilà, par exemple, c'est l'heure de dormir, c'est à 8h ou 8h30, c'est pas 8h30 aujourd'hui et puis 9h demain et puis aujourd'hui parce qu'il y a une exception. Non,
c'est 8h30, c'est 8h30. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, c'est un règle carré. C'est vrai que beaucoup de parents me disent, mais c'est assez rigide. Mais non, mais les enfants, ils ont besoin de cette rigidité. Si c'est 8h30, c'est 8h30. Donc, il faut que j'atteste et que je maintienne mon point de vue et ma règle. Il ne faut pas qu'elle change parce que ça les insécurise beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui, en 2021, dire à son enfant non, c'est non, ou bien faut-il expliquer le non? Alors, il faut expliquer le non. D'abord, quand on a affaire à des petits-enfants, il faut d'abord qu'on sache qu'à 2 ans, nos enfants, ils sont dans une phase d'opposition, entre 2 et 4 ans. C'est la phase d'opposition, d'affirmation de soi, où il construit sa personnalité. C'est là où il commence à exprimer le jeu, c'est à moi, c'est moi. Donc ça, c'est une phase qu'il ne faut pas casser narcissiquement pour l'enfant. Mais maintenant, on doit pouvoir lui dire, voilà, quand lui, il va dire non, ça c'est à moi, nous, on doit essayer de maquiller un oui-non. C'est ce que j'appelle le oui-non. Par exemple, il va dire non, je veux ça tout de suite, je veux cette glace maintenant. On peut dire, tu auras cette glace, donc c'est un oui, tu auras cette glace, mais ce que je te propose, c'est que demain, on l'achètera. Ou je te propose que tu fais ça et ensuite, on l'achètera après. Donc, j'essaye de rester dans ma règle. J'ai dit pas maintenant. J'ai dit, tu fais ça avant. Donc, je lui ai dit oui, tu l'auras. Mais juste, je la diffère d'un petit moment. C'est des oui-non. Ça, c'est pour les enfants qui sont tout petits. Après, pour les enfants qui sont grands, un non, c'est un non. Mais un non, il est expliqué. Effectivement, il faut donner une explication. Parce qu'avant, le non était absolu. Pourquoi cette règle, elle tombe. Voilà, c'est pas le non absolu que nous, on a connu, vous et moi, avec nos parents. Hein. C'est pas la même génération. Mais oui, c'est des générations différentes, absolument. Mon papa, il me disait, mais qu'est-ce que LS? Je me disais, LS, c'est là, le LS, il n'était même pas autorisé. C'est parce que nos enfants, ils nous submergent de LS. Pourquoi? Ben, il faut pouvoir expliquer, dire pourquoi j'explique, mais une fois que j'ai expliqué une fois, je ne réexplique pas 10 fois. Ouais. Et je vais expliquer à l'enfant, je comprends que ça te frustre, je suis d'accord, tu aurais aimé faire ci ou aimé faire ça, avoir ce droit, je comprends, mais c'est ma règle, je t'ai l'expliqué et on ne revient pas dessus. Et s'il fait ses caprices, je ne dois pas forcément faire attention à ses caprices. D'accord. Alors, comment c'est ça l'autorité parentale, excuse-moi Yasmine. Oui, bien sûr. C'est rester cramponné sur sa règle. Il faut qu'ils sentent, nos enfants, qu'on est vraiment fort, solide, on ne bouge pas. On adopte parfaitement cette autorité parentale. Une autre question, comment se manifeste ce problème au niveau de l'autorité des parents? Par quoi ça se manifeste? Quand ils viennent vous voir, c'est sûrement pas parce que, voilà, madame, on a du mal, on n'a pas d'autorité sur notre enfant, ou ça se manifeste par d'autres choses? Alors, ils viennent jamais pour dire que la faute, elle est de nous. Alors, on m'amène souvent un enfant pour me dire, regarde, il n'écoute pas, il est tyrannique et j'en peux plus, il m'exaspère, etc. Et c'est vrai que souvent, quand j'introspecte un petit peu, que je rentre un peu, je vois que c'est les parents qui sont un peu à l'origine du comportement de l'enfant. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à le tenir. Si tu veux, je peux te donner un exemple. C'est un enfant de 3 ans et demi qui va à la crèche et qui fait une crise pendant 1 an. Il fait une crise et il est par terre, quoi. Il rentre avec de grandes difficultés et quand il rentre à l'école, il va taper des enfants. Il ne veut pas accepter l'autorité de la maîtresse et aucun adulte. Et on me l'amène 1 an après. C'est souvent comme ça. Hein. Quand on vient voir la psychologue, c'est souvent ça, souvent c'est vraiment sévère. Et une fois que je commence à rentrer, à voir d'où vient le problème, en fait, c'est la maman qui n'arrive pas à installer son autorité avec cet enfant. Pourquoi? Parce c'est un petit garçon qui est arrivé après 2 filles qui sont beaucoup plus âgées que lui. Donc, c'est vraiment avec le petit enfant, le petit dernier, qu'elle a attendu depuis très longtemps. Et dans sa tête, elle a un garçon, c'est déjà un trophée. Donc, ce trophée, il faut vraiment en prendre soin. Donc, elle ne lui refuse rien, elle ne le frustre pas, elle ne lui donne aucune règle, rien. Du coup, cet enfant, il était un petit peu livré à lui-même. Donc, quand il arrive à l'école ou quand il arrive à la maison, qu'on lui dit non, c'est quelque chose auquel il n'a pas l'habitude. Et progressivement, moi, j'ai travaillé, j'ai laissé de côté l'enfant, je l'ai laissé à la maison, j'ai dit à la maman, vous allez, et au papa, bien sûr, de revenir me voir que eux deux. On a travaillé en 3-4 séances, c'était plié. Ça y est, tout était rentré dans l'ordre. L'enfant c'était un autre enfant, radicalement. Donc, c'est souvent le problème vient des parents et il ne faut pas forcément travailler avec les enfants. C'est surtout les parents qui doivent être outillés pour accepter d'être, entre guillemets, autoritaires. Ferme, on va dire comme ça.
Il ne faut pas avoir peur d'être ferme. Il ne faut pas voir nos règles comme quelque chose qui va être punitif. Nos règles, ce n'est pas des punitions, c'est sécurisant. Les règles, les cadres, la frustration, c'est sécurisant pour vos enfants. Ils en ont besoin, c'est impératif. Et Après, ça ne veut pas dire que derrière, on ne doit pas être flexible. Il y a de temps en temps des petites exceptions. Il faut aussi avoir cette flexibilité et leur montrer qu'on l'a. D'accord? D'accord. Alors, quand vous avez par exemple le couple, les parents, un est ferme, autoritaire, et l'autre est extrêmement flexible, est-ce que le comportement de l'enfant change, qu'il soit avec l'un ou avec l'autre? Vous voyez ma tête? Il y a un grand oui dans ma Oui. tête. Oui, effectivement, ça change. Et ça, c'est un problème que je rencontre énormément au cabinet. Souvent, les parents qui ne s'entendent pas dans leur couple, ça se répercute dans leur manière d'être parents, en fait. Quand le couple conjugal ne va pas, le couple parental ne va pas. Et du coup, l'un s'amuse à saccager l'autorité de l'autre. Donc, si l'un va dire blanc, l'autre va dire noir. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il va rentrer dans cette brèche entre les deux parents, il va en profiter. Et du coup, l'enfant est un peu perdu. Et ça traduit justement le mal-être dans cette famille parce que l'enfant, il ne sait pas où donner de la tête. Est-ce que je vais à gauche ou à droite? Est-ce que c'est noir ou est-ce que c'est blanc? Est-ce que je sors ou est-ce que je ne sors pas? Et en fait, lui, il devient l'objet du conflit de ses parents. Et l'idéal, ce serait que dans un couple parental parfait, il faut que vraiment les deux parents fassent bloc. Quand ils discutent une règle, il faut qu'elle soit discutée en amont entre eux deux, sans la présence de leur enfant. Et quand ils la mettent en place, ils doivent être rigides comme un mur, aucune faille. Et si jamais un des deux n'est pas d'accord avec l'un ou l'autre du conjoint, c'est jamais devant l'enfant qu'il faut le manifester, il faut le dire une fois qu'on rentre dans la chambre, seul à seul. Mais est-ce que c'est des choses qui sont humainement faisables lorsque le couple amoureux conjugal ne va pas bien? Est-ce que vous voyez des couples capables de gérer cette situation, être vraiment solides en tant que couple parental quand ça va plus ou moins mal? Pas forcément très mal, mais ça peut être juste un passage, une mauvaise tension, enfin voilà. Ça... Alors moi, je vais aller à l'extrême. J'ai des parents qui sont divorcés et qui ont réussi leur divorce et qui sont parfaits en tant que couple parental parce qu'ils ont bien scindé les choses. Il y a le couple conjugal et il y a le couple parental. Moi, en tant que thérapeute de couple, c'est ce que je travaille beaucoup. Parfois, on vient pour travailler un divorce. Le divorce, il est déjà entamé. Ils ne veulent pas se réconcilier, mais ils veulent travailler sur comment être de bons parents et rester un bon couple parental, même si on n'est plus un couple conjugal. Donc, c'est tout à fait possible. Parce que finalement, l'intérêt, c'est l'enfant. Il n'est pas question de eux deux. Absolument. Donc, si on devait résumer les règles de base de l'autorité parentale, moi, j'ai intitulé l'émission « C'est une preuve d'amour ». Vous pensez que c'est une preuve d'amour quand on est ferme, autoritaire avec son enfant? Oui, parce que ça sécurise. L'autorité parentale, les règles, les frustrations, le cadre, ça sécurise l'enfant. C'est comme l'exemple que je vous ai donné au milieu de la mer. Là, on ne le laisse pas au milieu de la mer, on lui donne un cadre, il est plus au milieu d'une piscine. Maintenant, quand les enfants ne sont pas très contents, expriment justement cette frustration, certains parents n'acceptent pas d'entendre des claquements de porte, d'entendre « je ne t'aime pas », d'entendre « tu es méchant ». Est-ce qu'il faut laisser l'enfant exprimer sa frustration aussi bruyamment? Il y a des limites quand même. Le « je ne t'aime pas » et claquer la porte, etc. Il y a des parents qui acceptent, il y a des parents qui acceptent pas. Pour moi, je trouve que c'est un manque de respect parce que je ne suis pas ta copine, je suis ta mère. Donc, tu n'as pas à me claquer la porte au nez. Mais à condition que moi, mère, je la claque pas à la porte je claque pas la porte au nez de mon enfant non plus quand je suis énervée. Si moi je montre l'exemple et que je lui montre ce mauvais exemple, forcément il va le faire. Si moi je hurle et que je lui dis je t'aime plus et que je le casse quand je suis énervée et que je lui dis tu es pas un bon fils, regarde Selena, il est mieux que toi, ou quelle horreur le jour où je t'ai eu. Il y a des phrases comme ça, je les vois, je les entends au cabinet. Il y a des phrases qui sont dures. Et comme les parents, parfois, quand ils sont énervés, ils vont blesser l'enfant au niveau narcissique, c'est-à-dire au niveau de son propre soi, de sa propre identité, ils peuvent être cassants, et bien forcément, l'enfant derrière va refaire la même chose et casser son parent. J'ai presque envie de vous dire que ceux qui ont été cassés ne disent pas ce genre de phrases à leurs parents. Ceux qui ont été cassés ne disent pas ce genre de phrases. Si, parfois, mais c'est des phrases qui sont très
très sournoises. C'est des phrases qui vont être dites, mais c'est des flèches bien visées au bon moment, au bon endroit, parfois. Alors, si on devait récapituler les règles de base, les principes de base de l'autorité parentale, allez-y, de façon vraiment structurée, méthodique. Alors, c'est d'abord, j'adopte une attitude qui est irréprochable. Je fixe les règles, je ne reviens pas dessus, d'accord? Je les maintiens. Je peux être souple quelquefois, j'accepte quelques écarts. Je vais adapter le bon langage, ça veut dire je ne vais pas être cassante, je ne vais pas être insultante, je ne vais pas être méchante. Je vais expliquer, prendre le temps d'expliquer, mais je vais dire que je vais l'expliquer une fois, mais je ne réexpliquerai pas deux fois. Donc vraiment, les règles sont établies, expliquées à l'avance pour qu'on n'ait pas à en rediscuter une énième fois. Il faut aussi que je sois aimante, que je complimente mon enfant, que je lui donne confiance en lui, qu'il voit que je suis dans la bienveillance et que je suis là pour l'aider et que ce n'est pas pour juste le casser ou l'embêter, que ça l'aide. Il faut que je lui démontre que telle règle a telle conséquence positive sur lui et qu'il me fasse confiance. Donc, il faut vraiment que j'aille l'aider à me faire confiance et qu'il comprenne que c'est pour lui et pas contre lui. Ensuite, avec les petits, il y a des oui-non. Il ne faut pas tout le temps dire non, 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 non et donner des ordres. Une phrase qui est donnée de manière impérative, il faut essayer de l'envelopper de telle manière à ce qu'elle soit plus bienveillante. Donc, pour que l'enfant comprenne que c'est dans la gentillesse et dans la douceur que ça se fait. Et la punition dans tout ça, vous en pensez quoi? La punition, elle se construit. Alors, moi, avec les parents, souvent, je leur dis la règle de 1, 2, 3. Par exemple, je te dis de faire ça. Si tu ne le fais pas, je te préviens, tu as une première chance. Écoute-moi, si tu ne le fais pas, chance 1. Il recommence la même bêtise. Tu es à la chance 2. Tu sais que si jamais je dis 3, il y aura telle punition qui va tomber. Et je dis c'est quoi la solution qui va tomber. Je le dis en amont quand je suis dans la 1 et la 2. Et quand il l'a fait quand même, et que je passe au troisième avertissement, à ce moment-là, boum, ça tombe. Mais alors là, il faut vraiment que ça tombe. Il n'y a pas, là, il faut impérativement que ce que j'ai dit que j'allais faire se fasse. Et ce n'est que comme ça que l'enfant va comprendre que, ah oui, mais c'est vrai, comme maman dit qu'elle va faire, ben elle fait. Donc, la prochaine fois, il va s'y reprendre à 2 fois avant de faire quelque chose. Et une punition, justement, c'est quoi? Priver de quelque chose qu'il aime? Tout dépend de la bêtise. Il y a des petites punitions pour des petites bêtises et des grosses punitions pour des grosses bêtises. Privé de tel resto ou privé de telle sortie. Mais je peux aussi, pour une grosse bêtise, priver d'une sortie qui était prévue, par exemple, à un anniversaire chez un copain où ils allaient passer la nuit chez le cousin, il ne passera pas la nuit, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment pour les grosses bêtises. Privé de l'iPad, téléphone, ça, c'est le Graal. Ça marche très, très bien pour les adolescents. Mais il ne faut pas non plus en abuser. Si on abuse tout le temps et qu'on menace tout le temps de la même menace, notre parole n'aura pas de poids. Donc, il faut vraiment utiliser les punitions que quand vraiment ça devient impossible de fonctionner autrement. Merci infiniment, Ibtissam Benjeloun, d'avoir été avec nous avec justement cette autorité, cette fermeté, mais avec beaucoup d'empathie. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Exactement. Merci beaucoup. Merci avec à toute l'équipe. Yasmine. À très très vite sur Média TV tout le monde. Au revoir.